Un plaisir de vous retrouver pour le 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. Face à la multiplication des actes de violence à l'encontre des minorités religieuses dans le monde, les Nations Unies leur ont dédié le 22 août de chaque année. À suivre dans cette édition, la situation au Bénin. Et dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent essentielles. Elles permettraient de créer une économie axée sur la croissance écologique. Et puis le sel de table se présente sous différentes formes et est indispensable pour la santé. Aujourd'hui, ce nutriment peut être produit de façon écologique, surtout à base du soleil. À suivre les détails. Bienvenue donc à vous si vous nous rejoignez. Les chiffres sont glaçants et le phénomène est mondial. 2/3 de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays où la liberté religieuse est menacée. Une violence qui va à l'encontre des droits de la liberté à la religion ou de conviction prônée par les Nations Unies en ce 22 août, journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou encore de leur conviction. Au Bénin, par exemple, la Constitution interdit la discrimination religieuse et garantit même la liberté des pratiques religieuses. Mais quelle est véritablement la situation? Eh bien, suivons cet élément pour en savoir davantage. Dans le monde, la liberté religieuse est aujourd'hui menacée dans un pays sur 3. Les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction sont désormais fréquents, notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Le nombre et l'intensité de tels incidents ne cessent de croître. Au Bénin, quand bien même le phénomène existe, le slogan de la culture de paix est présent sur toutes les lèvres. La remarque est que les chrétiens ne sont souvent pas acceptés par ceux qui sont du Vaudou, ceux qui sont de tel bord. Il y a un rejet qu'on sent à ce niveau-là. Je leur demande d'être pacifiques et d'avoir l'acceptation de son prochain pour que ensemble nous puissions faire régner la paix. Il y en a qui n'acceptent pas du tout collaborer même avec ceux qui sont d'un autre bord. Ce que je voudrais leur demander, c'est qu'ils fassent preuve de tolérance. La liberté de religion ou de conviction et le droit de liberté d'association sont des droits fondamentaux. Ils figurent dans les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour de nombreux citoyens, la nature de Dieu est la même, peu importe l'obédience religieuse, d'où la nécessité de s'accepter. Quelle que soit l'obédience religieuse de la personne, c'est que nous sommes obligés de cohabiter. Nous sommes obligés de cohabiter. Nous disons toujours que nous suivons Jésus, alors que Jésus-Christ est un. Et nous a dit de nous unir. Donc en principe, tous les chrétiens sont les mêmes. Nous sommes des frères. Nous ne devons pas céder à la division. Pendant les fêtes de Tabaki, de Ramadan, nous invitons tous les autres religieux, christianistes, célestes, catholiques, même les vaudounois, à assister à notre prière. Cela veut dire que la cohabitation est parfaite. S'accepter et s'allier entre congrégations pour renforcer l'application des régimes juridiques, protégeant les individus de la discrimination fondée sur des motifs religieux devient impérieux. Et au-delà, une prise de conscience individuelle est indispensable. Et puis aujourd'hui, investir dans les infrastructures vertes serait un moyen efficace pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les infrastructures vertes, faut-il le rappeler, sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Suivons cet élément. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution.
Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Faisons à présent un tour en cuisine pour parler du sel, ce nutriment qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat, essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Eh bien, sa production est aujourd'hui possible grâce à une méthode écologique. Elle consiste à fabriquer le sel à partir du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle ici des avantages de cette méthode. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouidah, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil
et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semepoji, où des femmes s'entraînent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Et hors de nos frontières, en Nouvelle-Brève, plus précisément, une campagne officielle a été lancée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise, style majeur de la musique africaine, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le dossier déposé l'année dernière auprès de l'UNESCO est défendu de part et d'autre du fleuve Congo par les deux pays qui en tirent leur nom. Le ministre de la Culture congolaise appelle à une mobilisation médiatique et sur les réseaux sociaux, dans les ambassades, les ministères, les universités et écoles, pour faire connaître chaque semaine l'histoire glorieuse de la rumba, partie d'un rite de la danse du nombril pour devenir aujourd'hui une identité. Nous vous emmenons à présent au cœur des forêts centrafricaines. Là-bas, c'est la saison des pluies et surtout celle des chenilles. Dans ces forêts, justement, on les récolte pendant un mois pour les manger ou encore pour les vendre. En somme, une manne financière et nutritive. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Aux premières lueurs du jour, l'éveil de la nature, au cœur des mythiques forêts de l'Alobaï, dans le sud de la République centrafricaine. L'heure pour Charles, un enseignant, de partir pour une excursion pas comme les autres, à la chasse aux chenilles. Chaque jour, le matin, très tôt, on part, très tôt, chaque jour. Après quelques mètres, Charles rencontre ses enfants d'un village proche. Ils ont trouvé un endroit où les insectes tant convoités dans ces forêts abondent. Bon, on va partir ensemble avec eux. L'expédition s'arrête un peu plus loin pour scruter les alentours de cet arbre. Tu cherches, comme tu le vois ici. Bon, tu prends. Mais ce jour-là, pas de chance. Charles et les enfants doivent se contenter d'une maigre récolte. Dans l'Alobaï, la saison des chenilles est très attendue chaque année. Elle représente une importante manne financière. Il faut que je parte en forêt pour trouver des chenilles et les vendre et avoir de l'argent pour ma famille. J'ai 62 ans. Mais je dis que tu ne vis pas. Tu ne vis pas parce que tu parcours des kilomètres, ça te rajeunit. Après la cueillette, Charles marche quelques kilomètres jusqu'à la ville de Mbata, abritant au cœur de la forêt le plus grand marché de la région. Les marchands de Bangui amènent les chenilles à Bangui et revendent sur le marché de Bangui. Les marchands de la capitale achètent ces insectes par centaines de kilos. Marie-Aimée fait le trajet chaque matin, soit 6 heures de piste en moto. Parfois je gagne de l'argent, parfois j'en perds. Souvent j'achète les chenilles ici pour 10 000 francs et je les revends 12 000. Donc je fais un bénéfice de 2 000 francs. Soit quelques euros. Un surprenant commerce qui ne dure qu'un mois, mais qui permet aux familles d'économiser. C'est au travers de la chenille que les gens payent les scolarités de leurs enfants. L'une de la famille tombe malade, ils interviennent par le revenu de chenille. Les longues marches en forêt ouvrant l'appétit, Charles se rend chez Priska, la cuisinière la plus réputée du village. De l'huile, quelques oignons pour l'assaisonnement. La recette est simple, mais nécessite un savoir-faire. Pendant un mois, pour répondre à la demande, Priska cuisine les makongos plusieurs fois par jour. On ne s'arrête pas de manger des chenilles parce que c'est bon pour la famille avec des vitamines qu'on ne trouve pas ailleurs. En quelques secondes seulement, la première assiette est engloutie. Merci maman, Priska. Merci maman. Merci maman. Rendez-vous la saison prochaine pour manger de nouveau des chenilles fraîches. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.